4 mars 2018. On est à Auzé-sur-le-Mignon, dans le 79. Ah non, c'est pas Auzé-sur-le-Mignon, c'est Mauzé-sur-le-Mignon. Vous vous faites pas d'idée. Mauzé, il n'existe pas. Et le Mignon, c'est une petite rivière. Et là, on va pas manifester pour Solidarité, si on le fait quand même, mais on va manifester contre les réserves de substitution que les paysans de la FNSEA veulent installer un petit peu partout dans la plaine avec de l'argent public pour leur agriculture pourrie, et que ça profitera qu'à 15% du global des paysans. Donc je vois qu'il y a pas mal de choses qui ont été montées. Là du coup c'est bien, je pense que j'ai assez de piles parce qu'on est déjà venu ici au mois de novembre et j'ai pas pu filmer grand chose. Plutôt qu'un long discours, je crois que tout est expliqué ici. Voilà, un petit peu de temps pour lire. Ça y est, j'ai tout compris. Bon, il est à peine 1 heure, hein. C'est prévu pour 14h30, la marche des Pigouilles. Là, ça sent rudement bon. On commence à avoir faim. On va aller se promener un petit peu et puis casser la croûte. Tu vas poser des questions en même temps ou... Je te pose des questions comme ça direct. David, bonjour. On est ici à Mauzé-sur-le-Mignon. Voilà. Et je voudrais que tu en quelques mots, tu m'expliques la raison pour laquelle cette lutte est menée. Alors, aujourd'hui, on est ici essentiellement pour un projet de 19 bassines sur le bassin, sur la partie de Sévrienne autour de Mauzé-sur-le-Mignon. Qu'est-ce que c'est des bassines? Alors une bassine, c'est simplement un ouvrage hydraulique. Cet ouvrage hydraulique, il est construit de la façon suivante. On décaisse sur les points hauts, donc on va décaisser sur plusieurs hectares donc de la terre arable et on va former des digues en hauteur, des digues qui peuvent faire 5, 6, 7, 8 mètres de haut pour simplement donc former donc une bassine qui est donc complètement entourée de ces digues, et à l'intérieur on va y mettre des bâches. Du plastoc. Du plastique, donc de la grosse bâche épaisse qui coûte très cher. Oui. Une fois que l'ouvrage est fait, on va pomper dans la nappe phréatique pour remonter l'eau de la nappe phréatique dans ces grandes bassines bâchées, quoi. Et autour de ces bassines, comme on trouve en Vendée, on a de la monoculture irriguée. Hein. Donc on va utiliser cette eau pour arroser du maïs. Le maïs, donc on sait que c'est gourmand donc, en pesticides et en engrais, donc va polluer donc, les nappes phréatiques. Hein. Donc on ferme le cycle de l'eau, quoi. Hein. Mais là j'ai l'impression qu'on dirait a priori c'est une bonne idée parce que c'est l'eau du ciel qui va remplir ces bassines. Non, donc je rappelle bien que c'est pas l'eau du ciel et c'est vraiment pompé dans les nappes phréatiques. Alors l'alibi, c'est que effectivement on parle de réserve de substitution. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de prendre l'eau l'hiver quand la ressource est disponible, pour la stocker dans ces bassines, pour l'utiliser l'été. L'idée en soi n'est pas forcément très mauvaise. Après, quand on regarde qu'est-ce qui se passe vraiment dans le détail, on s'aperçoit que les volumes, les références des volumes d'eau stockés pour l'utilisation, pour l'irrigation, sont des références d'utilisation de l'eau dans les années les plus sèches, notamment en 2005. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut essayer donc de stocker la même quantité d'eau qui a été utilisée en 2005.
Il y a combien d'eau combien de volume dans une bassine? Dans une bassine, la plus grande, celle d'Amuret, on est à 1 million de mètres cubes. 18 hectares de surface. Ouais, plus grand que le barrage de Sivins. Ça Des fait ouvrages complètement pharaoniques. une belle piscine. Donc ce million de mètres cubes, on s'aperçoit qu'en fait, ils ne l'utiliseront jamais entièrement parce qu'ils l'ont utilisé sur les périodes très sèches. Donc en ce moment, le fait de faire des réserves de substitution, on augmente la capacité de stockage de la profession irrigante pour donc les maïs, le maïs entre autres, du moins les cultures irriguées. Donc on s'aperçoit qu'actuellement on utilise à peu près 40% en moins du volume qu'ils veulent stocker aujourd'hui. Donc en fait on développe l'irrigation en faisant des bassines. Surdimensionnées. Surdimensionnées, déjà premier point. Deuxième point, ces bassines, quand on les remplit l'hiver et qu'on pompe dans les nappes phréatiques, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit que les petits ruisseaux qui sont alimentés par ces nappes phréatiques tarissent. Donc actuellement on a fait passer des huissiers pour faire constater qu'en plein hiver, tel ruisseau et tel ruisseau sont à sec. Donc actuellement on est en capacité de prouver, donc il y a des procès qui sont portés par les associations de protection de l'environnement, on est en capacité de prouver que le remplissage de ces bassines via les nappes phréatiques peut poser des gros problèmes sur les eaux de surface, même en hiver. Donc on va démarrer donc le printemps avec des déficits hydrauliques parce qu'on va voir baisser les nappes en hiver. Et pour ce qui est des pompages parce qu'il y a quelques projets où on a des pompages directement dans la rivière, on peut aussi avoir un impact. Donc il faudrait pouvoir être en capacité de pomper uniquement pendant les périodes de crue où il y a énormément de débit. Sauf qu'une bassine, ça se remplit sur plusieurs mois. Et parce qu'on ne peut pas remplir 1 million de mètres cubes en 15 jours. Et une crue, c'est peut-être nécessaire aussi. Et les crues, il faut surtout faire attention à ne pas écrêter les petites crues qui sont essentielles pour le brassage génétique, de la biodiversité aquatique, entre autres, la sédimentation, etc. Alors qui paye tout ça? Eh bien, c'est à 70% financé par de l'argent public, sachant qu'en Vendée, ça a été financé jusqu'à 100% par de l'argent public. Les bassines Champion de France, de la vallée de l'Autise sont les projets tests expérimentaux à l'échelle européenne. Donc ce qui s'est fait dans la vallée de l'Autise, le modèle maintenant il est calqué en Poitou-Charentes et partout sur tout le littoral atlantique. Aujourd'hui, on a plus de 300 projets de réserve de substitution de bassines sur la façade atlantique. J'ai pas le montant financier, pour vous donner un ordre d'idée. Ça va me tourner la tête. Non mais voilà, donc on est à des centaines de millions d'euros. Ouais. On peut compter 300 millions d'euros, 400 millions d'euros dans ces eaux-là. Donc tout ça c'est payé par de l'argent public pour pérenniser un modèle agricole. C'est-à-dire que les bénéficiaires de ces ouvrages hydrauliques sont les irrigants qui représentent 10% de la population agricole. Et dans ces 10% d'irrigants, on a une partie des irrigants qui vont être raccordés à ces réserves d'eau. Forcément les plus gros propriétaires terriens et ceux qui ont des productions céréalières irriguées les plus importantes. Ils vont se gaver. Donc là, on est à la fois en train de mettre de la valeur ajoutée avec de l'argent public sur du foncier, parce que ce foncier devient irrigable, et en plus, on vient de, sous notre nez, avoir le hold-up d'un bien commun qui est l'eau, par une profession, donc, et une toute petite minorité de cette profession-là. Alors aujourd'hui, on est là pour dire non en fait. Alors là, on est là pour dire bassine, non merci. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu la marche à Amuret autour de cette grande bassine. Le 10 novembre. Le 11 novembre. 11 novembre. C'était les nouveaux combattants du 11 novembre ont entouré en chaîne humaine Beau succès. cette bassine de 18 hectares. Et donc, après avoir rencontré à plusieurs reprises le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Écologie, Monsieur Rousset, le président de région, et donc avoir communiqué sur le mécontentement de la population qui n'est pas intégrée dans ces projets de territoire, parce qu'actuellement ce qui va financer donc ces bassines, ce sont les CTGQ, les contrats territoriaux. Pas de gros mots, pas de gros mots. Enfin, les petits papiers de contrats de territoire pour avoir des sous qui viennent de l'Europe au niveau local. C'est une captation en fait. C'est une captation et en fait les grandes lignes au départ de ces CTGQ c'était donc de changer un peu le modèle agricole, changer les pratiques, changer les assolements, changer les méthodes d'irrigation et donc pourquoi pas dans des cas bien précis accompagner ces changements du modèle par la mise en place de réserves d'eau type bassine. Aujourd'hui 95% des financements vont uniquement sur les bassines. Il n'y a plus rien qui va sur le changement du modèle agricole et l'accompagnement à celui qui voudrait désirriguer.
Parce qu'aujourd'hui, une bassine qui est mise à disposition donc de petits maraîchers, ou même pourquoi pas d'irrigants qui voudraient arrêter d'irriguer et qui auraient une sécurité d'irrigation pour muter son exploitation, c'est à réfléchir. Mais aujourd'hui, voilà, on donne les pleins pouvoirs. C'est simplement la finalisation d'une stratégie qui s'appelle la stratégie économique tout maïs, avec le port de La Rochelle qui va exporter les productions de maïs vers l'Europe du Nord et qui va importer le soja OGM des États-Unis, avec l'implantation de Pionnier France Maïs, leader des OGM au niveau européen, à Fontenay-le-Comte. Voilà, et donc c'est pour asseoir la suprématie de ce modèle agricole. Donc les citoyens ne veulent pas de ce modèle agricole, aujourd'hui on dit non, donc l'opinion publique, plus personne n'est favorable à la FNSEA. Les réseaux sociaux, on va être 4-5 000 aujourd'hui, je ne sais pas, mais globalement... Espérons qu'on soit le maximum. Voilà, et que derrière, donc, simplement qu'on soit entendu pour refaire des états généraux, reprendre à zéro ces contrats de territoire et repenser autrement l'évolution de l'agriculture. Et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si les tractos arrivent, on sera là pour les accueillir. Voilà, ZAD partout, sabotage et c'est comment? Résistance. Résistance et soutien à Bure aussi. Et soutien à Bure. Qui sont aussi en même temps aujourd'hui en manifestation. Écoute David, je te remercie beaucoup. J'espère qu'on va être nombreux cet après-midi et je vais te laisser manger parce que je l'ai coupé en plein repas cet homme-là. Sauf petit rendez-vous en Vendée, très bientôt. Là où le sinistre social est déjà fait, écologique, environnemental, parce que les bassines elles sont en place. Et les mecs, ils ont la terre et l'eau quoi. Oui. Et maintenant, il va falloir se donner les moyens de reprendre possession de ces ouvrages pour que la population puisse bénéficier de cette eau et non pas une poignée d'irrigants qui ont 500 hectares, etc. Donc maintenant, on va voir comment le collectif il arrive à s'opposer à ce modèle et une fois qu'on a bloqué le modèle, eh bien, on vient faire changer les choses dans notre sud Vendée, quoi. Juste la petite parenthèse, c'est que la dernière fois qu'on a fait une manif en Vendée, on a téléphoné à Ouest France, à Presse Océan, à France 3, qui c'est qu'on a eu d'autres? Tout le monde, voilà. France 3, elle était emballée la journaliste pour venir. Elle a reçu un petit coup de téléphone juste avant de venir. Ah non, non, vous y allez pas. Ouest France n'est pas déplacé non plus, Presse Océan non plus. C'est-à-dire qu'on a une censure totale de ce qui se passe en Vendée. Que ce soit la population locale ou à l'échelle nationale, la Vendée, voilà, c'est dans la bulle. Il va falloir pouvoir crever cette bulle, il va falloir revenir par au-dessus, donc venir avec des gros médias nationaux en faisant une grosse action pour que la population locale puisse prendre conscience du drame sociétal qu'ils sont en train de vivre. Parce que voilà, la désinformation est tellement importante en Vendée qu'on n'a pas réussi à éviter la mise en place de ces projets. Eh bien, on sait qui sont les médias, effectivement, et puis quand vous en vendez, bienvenue, et puis l'association de la Clé des Champs vous soutiendra dans toute la mesure de son possible. D'ailleurs, au mois d'avril, il y a la Clé des Champs qui fait quelque chose sur l'eau. Il y aura quelque chose sur l'eau, effectivement. On intervient avec Bassine Non Merci. Voilà, Bassine. Combien je sais pas la date exacte. 14 avril. Samedi 14 avril à 14h30 à la Maison de la Libellule. Maison des Libellules. Voilà. Eh bien très bien, sur ces très bonnes nouvelles, il n'y a plus qu'à, une belle journée s'annonce pour nous tous. Et encore une fois, bon appétit. No Bassaran. Bon, les choses commencent à se préciser là après le repas. D'autres personnes arrivent. Ça commence à faire un petit peu de monde. Ils sont en train de chauffer la manif là-bas. Ah, ça marche, les gens sont chauds. En ne s'opposant pas à ce projet, ont pris date pour être au regard de l'histoire les acteurs d'une agriculture toujours plus polluante pour nos sols, notre air et notre eau. Du réchauffement climatique et nous regrettons son agriculture Prépare sa pigouille. en finançant un moyen de polluer nos eaux Pas facile. À ce titre-là, pour ceux qui n'ont pas de pigouille, vous pouvez voir qu'il y en a certaines disposées autour du kiosque. Servez-vous. Il y en a également des petits embouts près du chapiteau. Il y a également d'autres pigouilles encore disponibles là-bas. On invite aussi les uns les autres, ceux qui ne seraient pas équipés de pigouilles, à se charger de transporter certaines banderoles, notamment les belles banderoles Bassine Non Merci. Alors, dis-moi plutôt ce que c'est qu'une pigouille au lieu d'essayer de toucher ma caméra. La pigouille est une espèce de grande perche en bois qui permet aux... On appelle pas ça des yoles, on appelle ça des yoles dans le marais du Nord, le marais breton, mais aux barques d'être pulsées et de les diriger.
Comme un pigouilleur. Voilà. Alors Jacques, je te félicite pour toutes tes connaissances. Et puis accessoirement, le pigouilleur, où ils le font, il réussit à faire remonter des bulles de De méthane. gaz qu'ils enflamment. Il enflamme. Oui, je fais pareil avec mon cul. Ah oui, c'est souple pour l'allumette. Merci. Il m'a sauvé en mettant une nouvelle carte mémoire dans l'appareil. Maintenant ça marche, faut plus que je dise de conneries. C'est très dangereux, je traverse les voies de chemin de fer pour venir de l'autre côté. Alors il y a les bleus qui sont là. Et puis bah oui, j'ai pas la tête de la manif, mais il y a du monde. Bonjour. Quand je vous dis que je risque ma vie pour faire un reportage. Et voilà, chemin de la procession. J'ai quand même failli me faire écrabouiller par un train. T'es trop beau. D'accord, mais merci bien. Sur ce côté, il y a des gens de l'autre. Ils ont posé leur pigouille, on sait ce que c'est. On va voir ce qui va se passer. J'espère que je saurai répondre parce que... On voit Benoît Gatineau, bonjour. Bonjour Pierre. Ça tourne, oui, les questions vont pas être très difficiles. Je vais pas commencer par une question de base. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ah, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, vous n'êtes pas sans ignorer, Pierre, qu'il y a 19 bassines qui sont en prévision dans le secteur. Et puis nous, on n'en veut pas de ces bassines. C'est quoi une bassine? Parce que pour faire la vaisselle, c'est bien, a priori. Oui, c'est vrai, pour faire la vaisselle, c'est pas mal. C'est, à mon avis, même aussi intelligent que les trucs électriques, là, maintenant, là, que tout le monde veut chez soi. Là. À lave-vaisselle? Voilà, c'est un lave-vaisselle. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Moi, j'en ai une chez moi d'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais enfin quand on est en couple, on est obligé de faire des concessions. Au fait, raconte pas ta vie, Benoît. Les bassines, qu'est-ce que c'est? Ah oui, effectivement, j'ai lu de la question. Bon, je fais comme je peux en fait. Oui. Les bassines, c'est des réserves d'eau que certains agriculteurs veulent mettre en place. Tout ça pour irriguer leur maïs, pour pouvoir faire du maïs, encore et toujours, qui va partir d'ailleurs en grande partie aux États-Unis au port de la Palisse, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on en a ras-le-bol de tout ça. L'eau, on veut la garder parce qu'il ne faut pas croire, mais l'eau des bassines, elle ne va pas tomber du ciel, c'est pas celle qui tombe. Non, ça se remplit pas comme ça. Voilà, on va aller la chercher dans le sous-sol, ce qui va continuer à aggraver l'état de nos rivières qui sont déjà à sec. On ne peut plus pêcher, on peut plus... Donc ça réunit les écolos et les pêcheurs, si je comprends bien. Effectivement, les pêcheurs sont très partie prenante C'est l'union sacrée. De ce genre de manifestation. Alors, il a fait tomber sa petite... Deuxième question, plus difficile. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta feuille de papier? Alors ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert. Je pense que j'en saurai un petit peu plus tout à l'heure, mais pour l'instant, j'en sais. Voilà, les gens sont en train de nous donner des feuilles de papier. Tout le monde a sa petite feuille de papier. Benoît a sa feuille de papier. Eh bien écoute, je te laisse continuer avec ta pigouille et ta feuille de papier. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Alors on commence à comprendre un petit peu. Là, ils alignent tous les gens qui ont des feuilles. Ils vont mettre par... Oui, voilà, il faut être grand, qui dit le copain photographe à côté. Là. Et hop. Allez, vas-y, fais-la ta photo. Photo d'ensemble. Photo de groupe avec dame, au pluriel. Alors je vais essayer de faire ma girafe, de surélever un petit peu. Je sais, ça doit marquer quelque chose, mais ça ne se voit que vue d'avion. Tandis que de l'autre côté de la Garonne, qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. Non, du mignon, oser le mignon quand même. Il y a des gens qui s'alignent de l'autre côté, qui sont plus spectateurs qu'acteurs. Alors, ok. Et rephoto. Alors, dans le temps, ces barques étaient en bois et servaient pour transporter les vaches d'un pré à l'autre dans le marais Poitevin. Et voilà, une petite pigouilleuse.
Et monsieur Briffaut, que j'ai eu l'honneur d'interviewer tout à l'heure. Alors, de dos, c'est mieux, parce qu'il est moins long à filmer. C'est le moment culturel. Je vais aller de l'autre côté pour y comprendre un peu mieux les choses. Et sur de la bonne musique soul. Voilà l'autre côté. Et j'arrive toujours pas à lire. Et j'entends le bruit de l'autogire qui va venir faire la photo. Et la vue du ciel, tout va se dévoiler. Je me mets comme ça, peut-être qu'on lira mieux. Point d'interrogation. Ça y est, j'ai compris. C'est marqué bassine, non merci. C'était tellement évident. Pendant que c'est pigouille au milieu de tout. Oui, mais il n'a pas l'air d'être dans le bon sens. Là. Les rangs se rompent. C'est la débandade sur les mignons. Je profite d'avoir Delphine Bateau en face de moi. Je la félicite déjà d'être à la dernière manifestation du 11 novembre, me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation d'aujourd'hui? C'est un succès. C'est un succès. Voilà, je pense que c'est une étape qui en appellera à d'autres. Oui. Si, en fait, ce que disent tous les citoyens qui sont rassemblés aujourd'hui, mais aussi les élus du territoire, de nombreux maires, n'est toujours pas entendu. En fait, l'eau est un bien commun. Vous êtes raisonnablement optimiste? Je pense que c'est difficile de ne pas prendre en compte une mobilisation comme celle-là. On est face aujourd'hui à une sorte de rouleau compresseur, puisque le projet a été autorisé par l'État, qu'il est financé par l'État. Mais voilà, il y a une contestation qui se développe et qui est importante, je pense qu'elle est historique même. On connaît d'autres. Non, elle est historique parce que je pense que c'est la première fois que cette question des réserves d'irrigation provoque une mobilisation de cette importance, parce qu'on est dans le bassin versant du Marais Poitevin, qui est la deuxième zone humide de France, qui est fragile, qui est en danger. Voilà, donc il y a une inquiétude qui doit être prise en compte. On connaît d'autres luttes qui ont mis beaucoup de temps à arriver, à gagner. Il faudrait que ça aille plus vite. Il faudrait que ça aille plus vite que Dame-des-Landes. Ben, justement, il faut peut-être en retenir les leçons. Bien sûr. Et la leçon, c'est qu'il ne faut pas se lancer dans des projets comme ça sans étudier d'autres solutions. Et il y a d'autres solutions pour résoudre le problème de la sécheresse à laquelle sont confrontés les agriculteurs. L'agroforesterie, la replantation de haies, l'agriculture de précision aussi avec des techniques d'irrigation beaucoup plus économes en eau. Et ces autres solutions, elles n'ont pas été étudiées ni expertisées. Je vous remercie pour ces quelques mots. Elles coûteraient moins cher en plus d'argent public. Et j'ai une dernière question parce que je n'ai pas regardé en bas. Est-ce que vous avez mis vos bottes aujourd'hui? Oui. Elle a mis ses bottes. Voilà, ben moi j'aime bien les députés qui marchent en bottes. Merci. Delphine Bateau, merci. Toujours un peu de bruit alors que les habitants des lieux essayent de reprendre possession de leur territoire. Voilà, les gens n'arrivent pas à se séparer, on est bien, il pleut plus et puis il y a un petit peu de soleil. Et voilà, un beau dimanche champêtre, revendicatif et familial. Et là-bas, les grosses huiles, là, sur le bateau. Delphine Bateau va sur un bateau. Voilà, tous ces gros privilégiés. Oui, Jacques Caminade dans...
dans la scène du planter du bâton. Et avec son bon profil. C'est vrai en plus. Oui, alors, il y a un mauvais profil aussi. Bon ben ça fait rien. Bon, parle-moi de profil ou comme tu veux. Est-ce que ça te rappelle pas quelque chose, cette haie de bâton? Il manque le hangar qu'il y aura dans un an, le hangar des Charpentiers qu'on voit à côté de la ferme de Bellevue à Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est qu'une histoire de temps. Ce jour-là, nous serons 45 000. Bravo, voilà, dans 2 ans maximum. C'était vraiment la réponse que j'attendais. Mais c'est parfait. Alors là, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une performance? Oh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour défendre nos purs? C'était tout bateau que je gagne? Pas cette silhouette. J'entends, elle est très jolie de loin. Oh, oh, le morse a plongé. Et la sirène aussi. Alors là, franchement, chapeau. Bon, c'est pour garder cette eau-là qu'on se bat. Bassine, non merci, bassine, non merci, bassine, non merci. Tout à l'heure, il s'agit de 19 bassines actuellement, mais ce sont bien 200 bassines qui sont en préparation sur le territoire de l'ancien Poitou-Charentes. Si on parle de financement public, si on parle de financement de manière générale, la première tranche de travaux représente 60 millions d'euros pour les bassines du secteur. Elle représente 350 millions de subventions pour l'ensemble des 200 bassines. Et c'est ce qu'on disait à la presse tout à l'heure. À 350 millions, on peut clairement recréer un paysage agricole compatible avec la vie de chacun. Avec 350 millions, on peut clairement vraiment restructurer une agriculture pour qu'elle nourrisse les habitants d'un territoire, pour qu'elle restructure un paysage, pour qu'elle soit créatrice d'emplois. Une chose est certaine, c'est que ces bassines vont accentuer, si elles existent, le phénomène d'hyperconcentration des richesses. Elles risquent de donner des entreprises qui ne seront pas transmissibles, qui ne seront pas réinvestissables par les enfants des exploitants. Et à titre d'exemple, les bassines, leur emprise, c'est 200 hectares pour les 20 bassines. Sachant qu'un maraîcher bio crée un emploi sur 2 hectares, il y a 100 métiers, il y a 100 emplois simplement sur l'emprise des bassines à recréer. Également, c'est l'occasion de clarifier que le collectif ne s'est jamais prononcé en anti-irrigation. Elle est consciente que certains corps de l'agriculture peuvent nécessiter une certaine forme d'irrigation. Et on pense en particulier au maraîchage, qui sans arrosage en plein été ne peut pas vivre. On tient ici à rappeler à tous nos chers élus qu'il y a une zone de réserve d'eau qui a été créée pour ça il y a plus de 1000 ans, qui s'appelle le marais Poitevin, qui s'appelle le marais mouillé. Et avant d'essayer d'imaginer, d'artificialiser la retenue de l'eau sur nos plaines, sur des bâches plastiques, faut savoir que si on gérait les niveaux d'eau un peu plus haut, ben de l'eau il y en aurait. Donc une présentation rapide, je suis député de la France Insoumise de Gironde, donc presque voisin. Bravo! Un double intérêt pour moi à ces questions agricoles, c'est que j'ai un parcours un peu particulier, puisqu'avant d'être élu, j'étais technicien dans la recherche agronomique. Et un autre intérêt maintenant en tant que parlementaire, c'est qu'on a proposé une mission d'information parlementaire sur la ressource en eau, tant au niveau qualitatif que quantitatif. Et j'en suis le vice-président, puisque la présidence est vouée à la majorité, malheureusement. Donc voilà. Donc double casquette et double intérêt à être avec vous aujourd'hui. Alors, je vais rappeler des choses que vous savez déjà, et vous apporter ma lecture, celle du groupe parlementaire de la France Insoumise, et puis tous les camarades insoumis qui partagent cette position. Ce projet de 19 bassines est destiné au stockage de 9 millions de mètres cubes d'eau. Pour l'irrigation agricole, c'est la vision d'un monde ancien. Ce projet prévoit de pomper l'eau en hiver dans la nappe phréatique afin de la stocker dans des réserves, abusivement appelées de substitution, parce que c'est là que que la désinformation commence, c'est quand on parle de substitution. Dans le but d'augmenter l'irrigation estivale de quelques agriculteurs producteurs de maïs, de semences
ou de légumes industriels. Alors ne nous laissons pas abuser, et je sais qu'ici vous ne vous laissez pas abuser. Il ne s'agit en aucun cas d'un projet de substitution des pompages estivaux dans les rivières par une irrigation en provenance des bassines. Les pompages estivaux continueront à hauteur de 7,3 millions de mètres cubes. Les bassines existantes et en projet ajouteront à ce prélèvement quasiment 11 millions de mètres cubes. Alors on voit que de prélèvements aujourd'hui annuels de 11 à 12 millions de mètres cubes, on va passer à 18 millions de mètres cubes. Donc de substitution, il n'y en a aucune. On est sur une augmentation exponentielle des prélèvements sur la nappe phréatique, sur la ressource en eau. Même l'ARS ne s'y est pas trompée et dénonce cette augmentation des prélèvements qui est une menace pour l'alimentation en eau des populations. Je le dis clairement, ce modèle agricole est dépassé. Je dis aussi aux agriculteurs qui se sont enfermés dans cette agriculture intensive nécessairement irriguée. Ne vous laissez pas piéger par des intérêts financiers qui vous asservissent et qui vous acculent. Je pense notamment aux agriculteurs qui font des cultures sous contrat. Trop de paysans y laissent leur exploitation, leur santé et même parfois leur vie. Vous avez le devoir de mettre vos connaissances et votre intelligence à un autre projet personnel et collectif. Un projet qui a du sens, qui vous respecte et qui nous respecte tous. Nous savons tous qu'il est temps d'économiser l'eau au regard du changement climatique qui nous prévoit des étés de plus en plus chauds, des aléas climatiques de plus en plus fréquents. Nous savons que ces derniers hivers n'ont pas été assez pluvieux et n'ont pas permis de recharger les nappes phréatiques à la hauteur de ce qu'il faudrait. Il n'est pas possible dans un territoire déjà en déficit de mettre en place en hiver des conditions qui accentuent la pénurie en été. Il n'est pas possible d'accentuer la concurrence des usages de l'eau, où il faudra choisir demain entre boire ou cultiver, et qu'il est urgent de limiter cette concurrence des usages. Et que dire de l'accaparement par un petit nombre d'agriculteurs de plus de la moitié des ressources de prélèvement annuel d'eau destinées au secteur agricole. Ce n'est pas cette vision du monde que nous défendons. Nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes rationnels. Je ne prétends pas qu'il faille arrêter toute irrigation agricole. L'irrigation est bien entendu utile pour cette production agricole. Mais de quelle production agricole parlons-nous aujourd'hui? J'affirme qu'il est possible de faire autrement, comme j'ai pu le constater récemment, j'en parlais ce matin dans le Périgord, auprès d'un agriculteur bio, qui sélectionne des semences paysannes nécessitant une irrigation mesurée, voire passant d'irrigation. Je le répète, car c'est là la clé, ou plutôt le nœud de cette bataille que vous menez ici. Nous n'avons pas besoin d'une agriculture intensive, gourmande en eau et en intrants chimiques. Ce dont nous avons besoin, c'est du développement d'une agriculture paysanne, de proximité, à taille humaine, qui respecte la nature, les agriculteurs et les consommateurs. Ce vieux modèle productiviste est de notre temps, son échec est patent. Enfin, ce projet est bien le symbole de la mise en concurrence des territoires. Les pompages pour remplir en hiver les bassines des Deux-Sèvres, de la Charente et de la Vienne vont impacter la nappe phréatique commune, partagée par tous ces départements et qui alimente, passez-moi du peu, le marais Poitevin. La bonne santé de ce lieu de biodiversité, deuxième zone humide de France, dépend de la hauteur de la nappe. Le surcaptage de l'eau lié aux pompages hivernaux pour remplir les bassines peut signer l'arrêt de mort de ce joyau de cohabitation entre une zone humide et des zones agricoles, ce trésor qu'est le marais Poitevin. Alors que le changement climatique est en cours, les zones humides sont, de l'avis unanime de tous les scientifiques, le meilleur amortisseur des changements à l'œuvre. Sans doute le seul à l'échelle des bouleversements qui commencent dès aujourd'hui. Il est inconscient de mettre en péril ces zones, car c'est nous tous que cela met en péril. J'apporte donc tout mon soutien à votre mobilisation. Je me tiens à votre disposition pour y apporter ma contribution. Et je terminerai mon intervention par cette citation de Thomas Sankara
dont j'ai fait ma devise. Là où s'abat le découragement, s'élève la victoire des persévérants. No pasarán. Poitevin, au bout des rivières dont on parle depuis le début de la matinée, bien là, il y a l'océan. Et les rivières, c'est la source de l'océan. Et nous, quand on parle de phyto, paysans de la mer, on parle du phytoplancton. La première biomasse végétale de la planète, qui produit les 2/3 de l'oxygène de la planète. On est des éleveurs, on élève des animaux. Contrairement d'ailleurs à nos collègues de la Terre, on a réglé le problème d'L214, on vous les vend vivants, vous vous démerdez pour les tuer. Ça, c'est pour l'humour. Mais nos animaux, ils ont un rôle essentiel dans la vie de l'océan. Nos animaux, c'est un filtre d'azote déjà, parce qu'ils sont filtreurs, donc ils vont se nourrir de phytoplancton. Et surtout, dans le cadre du dérèglement climatique, pour fabriquer leurs coquilles calcaires, du carbonate de calcium, ils vont fixer le carbone. Et ce carbone-là, ils vont le fixer à des échelles de temps géologiques. Des coquilles d'huîtres, vous en avez dans le Jura, vous en avez dans les Alpes-Maritimes. Quasiment dans la biologie, dans leur forme biologique actuelle, nos coquillages ont cohabité avec les dinosaures. Depuis 2006, on a des mortalités massives sur les huîtres. Depuis 2014, en 2014, 20% de la production française, c'est la baie de l'Aiguillon, le pertuis breton et le pertuis d'Antioche, c'est 20% de la production française de moules en 2014. En 15 jours de temps, on perd toutes nos moules. Vous arriviez en mer sur les filières, la mer était orange, elle était visqueuse. Dès qu'on sortait les filières de l'eau, l'odeur était... Bon, voilà. Je ne veux pas vous casser le truc, mais simplement pour vous dire, du fond du cœur, merci à vous les citoyens. Parce que sans vous, la Confédération paysanne, devant la cogestion qui dure entre toutes les couleurs politiques qui ont gouverné la France, quelle qu'elle soit, et le syndicat majoritaire FNSEA, eh bien, si vous n'étiez pas là, on aurait encore beaucoup plus de mal à faire avancer nos idées et surtout les solutions qu'on porte et qui existent. Merci à tous de tout cœur. Voilà, moi je voulais prendre la parole parce que je crois que c'est utile de rappeler des fondamentaux. Les prises de parole précédentes ont évoqué le poids de l'argent public dans ces projets-là. Nicolas a évoqué le travail d'un certain nombre de conseillers régionaux pour essayer de faire comprendre à la majorité de cette région que ces projets ne sont pas forcément utiles, sont même parfaitement inutiles et vont surtout, et c'est pour ça que je vais vous parler de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt général, à l'encontre de l'intérêt supérieur des générations futures et de leur avenir. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on se bat. Et ce que je voulais rappeler dans les fondamentaux, c'est tout simplement les 2 premiers articles de la loi sur l'eau qui doivent guider à la fois les citoyens dans leur façon dans leur relation à l'eau, mais nous les élus en priorité sur la façon dont on utilise l'argent public pour accompagner la façon dont on utilise l'eau. Ces 2 premiers articles de la loi sur l'eau, vous les connaissez tous, mais je tiens à les rappeler pour que les choses soient très claires. L'article 1 de la loi sur l'eau et des milieux aquatiques d'ailleurs nous dit, et c'est la déclinaison de la directive cadre européenne, je ne sais pas si Yannick est encore là, mais effectivement c'est la transposition en droit français de cette directive cadre. L'article 1 nous dit l'eau est un bien commun. Or là, sur les retenues de substitution, à quoi assistons-nous? À la préemption de la ressource en eau par une grande minorité d'agriculteurs, puisqu'ils ne représentent que 10% de la profession agricole, qui elle-même n'est que 2% de la population. Donc on se rend compte que cette ressource précieuse, qui dans la loi est un bien commun, est mobilisée, préemptée, confisquée par une minorité qui veulent produire du maïs. Et bien sûr, avec de l'argent public, c'est le fil conducteur de mon propos, mais tu as raison, David, de le rappeler, et se poser la question pour soutenir quel mode d'agriculture, quelle production est derrière l'utilisation de cette ressource en eau. Et là, quand on y regarde bien, même si il y a des productions que j'appelle les chevaux de Troie de leur logique délirante, c'est très, très majoritairement du maïs. Et à quoi sert le maïs? Il sert à nourrir des animaux qui sont censés être des herbivores, enfermés 365 jours par an dans des bâtiments, dans des systèmes concentrationnaires, ration pour laquelle il est nécessaire d'importer du soja, dont on connaît le cortège des dégâts de l'autre côté de l'Atlantique pour produire le soja,
et pour finalement nourrir des herbivores qui ne mangent plus d'herbe, alors qu'on pourrait, sur les surfaces aujourd'hui occupées par le maïs, produire de l'herbe pour nourrir des herbivores. Voilà la révolution, puisque Emmanuel Macron nous invite à la révolution. Ben, je lui propose cette révolution-là, nourrir des herbivores avec de l'herbe. Et pour amplifier les choses, par rapport à cette loi sur l'eau, rappelez le deuxième article de la loi sur l'eau qui vise à hiérarchiser les priorités d'usage de l'eau. La priorité 1, c'est l'eau potable. La seconde priorité, c'est le bon état des milieux aquatiques. Et la troisième priorité, et seulement la troisième, c'est ce qu'on appelle l'eau économique, au sein de laquelle on trouve effectivement la possibilité de l'irrigation. Or là, qu'est-ce qu'on observe depuis quelques années sur les pratiques d'irrigation sur nos territoires de Poitou-Charentes, qui est quand même un territoire extrêmement sensible sur le sujet de l'eau? On observe la parfaite inversion des priorités de ce deuxième article de la loi sur l'eau, qui fait qu'aujourd'hui, 80% de la ressource, au moment où elle est la plus rare, c'est-à-dire en été, est mobilisée par les 10% de ces agriculteurs qui ne sont que 2% de la société, donc une minorité, une infime minorité qui confisque la ressource en eau et qui menace, et vous l'avez observé ici sur le Marais Poitevin, le bon état des milieux aquatiques, puisque le Marais Poitevin fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que c'est le Marais Poitevin qui réalimente les sources, alors que c'est pas du tout ça la fonction d'une cuvette de 110 000 hectares qui reçoit l'eau d'un bassin versant qui fait lui-même 660 000 hectares. Donc vous voyez un peu le délire de ce truc-là. Et donc les milieux aquatiques, deuxième priorité de la loi sur l'eau, n'est pas respecté. Et cet usage massif de l'eau pour irriguer du maïs qui va servir à nourrir des herbivores dans un système concentrationnaire menace également notre ressource en eau potable, à la fois sur le quantitatif, c'est-à-dire que potentiellement la ressource en eau potable peut être en quantité délicate à gérer par cette surconsommation de l'eau par la maïsiculture, et en qualité, c'est-à-dire que le modèle adossé à ces retenues de substitution est un modèle qui participe à dégrader la qualité de l'eau. Donc voilà l'exemple parfait d'un cercle vicieux autour de l'usage de l'eau. Ce qu'on propose, c'est d'utiliser cet argent public pour accompagner un autre modèle agricole, et pour cette fois allumer un véritable cercle vertueux, qui fait que les herbivores retrouveront des logiques qui font que le principal ingrédient de leur ration pourrait être de l'herbe, qui fait qu'on recréera des prairies avec les fonctions que remplissent ces prairies de stockage de l'eau, d'épuration de l'eau, de changement climatique, ou en tout cas de capacité à atténuer le changement climatique, parce que tout ça s'inscrit dans un fond de changement climatique sur lequel l'argent public doit être valablement engagé. Or, l'agriculture, qui est aujourd'hui un gros émetteur de gaz à effet de serre, notamment par ses élevages concentrationnaires, peut revisiter ses pratiques et limiter ses émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, qui peut être la première victime de ce changement climatique, peut devenir demain, si elle mobilise toutes les surfaces, et c'est 70% de l'espace qui est occupé par l'agriculture, si l'agriculture mobilise la totalité de ces surfaces pour séquestrer les gaz à effet de serre, notamment en amplifiant le taux de matière organique des sols, et donc les prairies sont particulièrement recommandées dans ces logiques-là, l'agriculture pourrait séquestrer, en augmentant de 4 pour 1000 chaque année le taux de matière organique des sols, pourrait séquestrer entre 75 et 80% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. C'est dire si le sujet est central, et pourtant, les agences de l'eau, le gouvernement, et j'espère que la région se démarquera de ces deux financeurs des retenues, continuent d'alimenter une logique qui va à l'encontre de l'intérêt général, qui va à l'encontre d'un avenir vivable sur cette planète pour les générations futures. Voilà, et donc je suis en résistance, d'où le nom de mon livre qui s'appelle Paysans résistants. Je suis en résistance à toutes ces logiques-là, et au-delà d'être en résistance, j'essaie de continuer à être force de proposition pour proposer des alternatives. Je vous remercie de votre attention. Je me présente quand même, je suis président de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres, et tous les mercredis, on a le plaisir de se réunir. T'écoutes Juju, là? T'écoutes ce que je dis? On a le plaisir de se réunir avec ces jeunes cons, là. Et de 8h, alors on fait un programme temps. 8h, 10h, on arrête. Pas de problème. C'est vrai, hein? Le programme temps, il est fait.
il y a toujours un con pour le faire respecter. Mais il n'a pas de pendule. Donc à minuit, on dit stop, on s'arrête, parce que là, on n'en peut plus. Et moi, j'ai 1 heure de route, donc je rentre à 1 heure du matin. Mais maintenant, je demande un papier signé de Juju, parce qu'il y en a qui commencent à plus me croire, quoi. Voilà, trêve de plaisanterie, c'est tout un plaisir de travailler avec ces jeunes. J'aime vous dire qu'ils sont bons, et Dieu sait qu'ils sont bons. Donc moi, Fédération de pêche des Deux-Sèvres, on est complètement à la merci des décideurs financiers qui vont prendre ces décisions, parce que nos milieux sont complètement atrophiés, en qualité et en quantité. Je dirais en quantité au départ. Il faut savoir que nos têtes de rivière sont même plus capables de supporter les frayères à truites l'hiver, tellement l'eau s'écoule vite et est pompée par les nappes, et nos frayères, on appelle ça, elles sont hors d'eau, c'est-à-dire que dès que les truites ont frayé, ah ben, il n'y a plus d'eau sur les frayères, et puis tout le poisson crève, quoi. En plus de ça, nous avons des taux de nitrate qui sont astronomiques. Donc si les poissons ont la chance de naître, on peut dire 10 à 15 jours après, il n'y en a plus parce qu'ils sont tués par les nitrates, quoi. Donc c'est une catastrophe. Et il faut savoir que ça, c'est l'histoire du poisson. Mais 15 km en dessous, à la Motte Saint-Héret, à Saint-Mexan, on a une station de pompage qui fait de l'eau potable et qui prend cette eau pour la redistribuer dans les tuyaux. Donc je ne sais pas si vous voyez, on nous dit toujours, on sait traiter l'eau, il n'y a pas de problème, on vous envoie de l'eau potable. J'aimerais bien la faire analyser régulièrement. Et en plus, tous les étés, on a ces fameux ASEC. Cette année, on a encore eu 750 km d'ASEC. Donc là, c'est de la sec à sec, comme là. Hein. Plus après, des écoulements perceptibles, comme on dit, où le poisson est un foutu d'y vivre, quoi, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc c'est une catastrophe écologique, hein, et qui est renouvelée depuis 1990, que je me bats, moi. Je ne dois pas être fort quand même, parce que depuis 90, on n'aboutit à rien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, si ce n'est des journées comme aujourd'hui, et que ces journées-là soient prises en considération par nos élus, et que vraiment on dise, comme dirait Pierre Bellemare, il y a sûrement quelque chose à faire. Et l'autre jour, j'ai envoyé une circulaire à tous les présidents des associations des Deux-Sèvres. J'ai dit, ce qui est malheureux quand même, aujourd'hui, c'est que tout est su, tout est connu, mais rien n'est fait. Et ça, c'est quand même une catastrophe, et c'est une spécificité de notre pays, ça. Donc voilà, je vous en raconterai jusqu'à demain, je ne vais pas tenir le micro davantage. Merci Juju de m'avoir donné la parole, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais merci à vous d'avoir répondu nombreux à cette journée. Alors bonsoir, moi je suis ravie d'être avec vous d'abord comme deux-sévrienne d'origine, n'est-ce pas, comme citoyenne du monde, parce que je voyage beaucoup, et puis comme journaliste qui essaie de vous informer pour que vous puissiez agir ici et maintenant. Alors il y a de la pluie là, donc je vais aller vite. Les bassines, bah, évidemment c'était naturel pour moi de venir ici parce que c'est le dernier avatar d'un modèle agro-industriel que j'ai beaucoup dénoncé dans mes films et dans mes livres, n'est-ce pas? Comme une espèce de soubresaut, là, vous savez. Moi, j'ose espérer que la bête va finir par mourir. Et voilà. Alors, c'est aussi un symbole, les bassines. C'est un symbole de ce que j'appelle le déni climatique. Le déni climatique, c'est ce qu'on observe chez de nombreux élus, malheureusement, locaux, régionaux, nationaux. C'est le déni de ce qui est en train de se produire. Alors je ne dis pas de ce qui est en marche, hein, oui, de ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire un dérèglement majeur du système climatique dont on voit déjà les effets, de plus en plus de sécheresse, y compris dans notre région, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de tempêtes, et tout indique que ça va s'accélérer. Alors, faire des bassines aujourd'hui alors que l'eau a toujours été un bien précieux, mais va le devenir de plus en plus, et qu'il va falloir apprendre à gérer collectivement ce bien commun. Je rappelle qu'aujourd'hui, 70% des ressources en eau sont accaparées par le modèle agro-industriel sur la planète et que partout, on observe des conflits, voire des guerres autour de l'eau. Et pour moi, quelque part, les bassines, c'est le début d'une guerre qu'on aimerait tous éviter, la guerre de l'eau. Donc, je dirais aussi, et là je voudrais vraiment interpeller nos élus, parce que finalement, ces irrigants qui essaient de créer ces bassines, ils sont aussi les victimes d'un système
voilà, agro-industriel qui fait en sorte qu'ils n'ont pas d'autre option que d'aller toujours plus loin dans ce modèle productiviste. Hein. On leur dit, si tu veux payer moins d'impôts, ben, tu investis dans des machines de plus en plus grandes, enfin, etc. Donc, c'est les élus qui doivent montrer la voie. C'est les élus qui doivent dire stop. Nous ne sommes plus au XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle. Le climat est en train de se dérégler. La biodiversité est en train de disparaître. On parle de la 6e extinction des espèces. C'est absolument inouï ce qui est en train de se passer actuellement sur la planète, n'est-ce pas? Donc c'est aux élus de dire stop et de proposer, d'encourager les alternatives que nous savons tous. Elles existent, on les connaît. Moi j'ai fait un film et un livre là-dessus. Benoît, on vient d'en faire un livre. Donc on sait qu'il y a des alternatives, mais pour un certain nombre d'agriculteurs qui sont embarqués dans ce modèle depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je suis bien placée pour m'en parler parce que mon père en a fait partie à un moment, eh bien ils ont peur. Ils ont peur parce que s'il n'y a pas d'alternative encouragée avec des mesures concrètes de transition, avec des moyens techniques et financiers, eh bien qu'est-ce que ça provoque? La peur, le repli sur soi, n'est-ce pas? Et donc je pense qu'il faut se retourner au maximum vers nos élus pour dire ça suffit, hein, basta, hein, aider nos agriculteurs à faire cette mutation dont on a tous besoin. Voilà. Comme députée de la circonscription, je suis fière d'être à vos côtés. Aussi comme ancienne ministre de l'écologie qui était à l'origine d'un moratoire sur ces projets qui malheureusement a été levé. Je voudrais féliciter le collectif Bassines Non Merci pour la réussite d'aujourd'hui. C'est un succès. La mobilisation progresse. Je voudrais saluer tous les maires des communes du Marais Poitevin et des alentours qui se mobilisent, qui ont refusé de délivrer les permis d'aménager. Je voudrais remercier aussi Marie-Monique Robin, Yannick Jadot, Loïc Prudhomme et tous ceux qui sont venus parce que ça nous aide à donner une visibilité médiatique, y compris nationale, au combat qui va continuer de se développer. Et je voudrais qu'on applaudisse tous les bénévoles qui ont tout organisé depuis ce matin très, très courageusement, dignement de leur travail d'exploitants agricoles. La deuxième chose que je voulais vous dire sans être trop longue, c'est que je pense que la mobilisation d'aujourd'hui, 2200, c'est ça, je pense qu'elle est historique à l'échelle du Marais, et que le combat qui nous rassemble, c'est aussi... Non? Ah bon? Le combat qui nous rassemble, c'est aussi un combat pour la deuxième zone humide de France. On n'est pas n'importe où. On est dans le bassin d'alimentation du Marais Poitevin. Et il y a eu beaucoup d'efforts depuis beaucoup d'années pour essayer de le protéger, obtenir des reconnaissances nationales au travers du label Parc naturel régional. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout se détricote à l'envers. Parce qu'il y a non seulement les retenues de substitution, il y a non seulement l'évolution de la qualité de l'eau qui, à mon sens, est directement liée aussi à la question des néonicotinoïdes, mais ça nous rassemblera peut-être un autre jour en d'autres occasions. Et il y a aussi une autre décision de l'État qui est en train d'être annoncée, qui, vous voyez, je fais le lien, qui est la suppression en fait de l'engagement de l'État pour le Marais Poitevin. Donc tout ça n'est plus possible. Donc je pense qu'on va avoir d'autres rendez-vous de mobilisation. Moi j'ai interpellé le gouvernement encore la semaine dernière à l'Assemblée nationale et peut-être il y a une chose que j'aimerais dire, c'est que vraiment je voudrais que Nicolas Hulot arrête de laisser faire ce dossier où quand on rencontre la cellule nationale d'expertise, on nous fait comprendre entre les lignes en gros que à Matignon ou à l'Élysée, il y a des ordres pour que les choses aillent vite et que le projet de Sévrien se fasse. Donc maintenant, tout dépend de la façon dont la mobilisation citoyenne va se poursuivre. Et donc j'espère qu'on se retrouvera un peu plus tard pour d'autres rendez-vous au printemps. Bravo à tous. Alors, René Caillé, qui c'est? Eh ben, c'est le premier Européen qui est arrivé à rentrer dans Tombouctou déguisé en nomade. Et aujourd'hui, l'histoire. Vous voyez qu'il y en a des choses à Mauzé sur le Mignon.